Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Nero, votre présentateur de Il était une fois le cinéma, et pour cette première, je vous présente mon top 10 de mes films préférés de l'année 2020. C'est parti, jingle. Avant de commencer ce top 10, chers auditeurs, je tenais à vous dire que ce top 10 est strictement personnel. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez aller dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et j'avais envie de commencer ce top 10 avec un film Netflix, Le Diable tout le temps, réalisé par Antonio Campos. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est surtout une prise de risque, parce que même si aux yeux de beaucoup de gens, ce film est un film plutôt lambda, justement, moi je trouve que c'est un film très important cette année, parce que c'est un film qui retourne à des bases comme le localisme et le régionalisme dans le cinéma américain. Là aujourd'hui où le cinéma américain a vraiment de beaucoup plus tendance à l'aspect globalisé, c'est-à-dire faut qu'on parle des problèmes du monde, plus que des problèmes qu'il y a aux États-Unis, mais surtout quand on a un cinéma national comme le cinéma américain, le but c'est quand même de parler justement de ce qui se passe dans le pays, et c'est ça qui est intéressant. Et justement ça permet de montrer justement les qualités et les défauts d'un pays. Et justement ça se passe. Donc du coup, Le Diable tout le temps, c'est un film qui se passe essentiellement dans une petite bourgade, une petite région des États-Unis, et du coup on a un film qui parle autour des thématiques du bien et du mal, justement, justement à travers deux axes qui sont très intéressants, qui sont la route et la religion. Et ces deux points, justement, qui fait très intéressant de cette notion de bien et de mal, parce que ces deux points sont un point fondamental et fondateur des États-Unis. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, la route vers l'ouest, justement, le rêve américain, la possibilité d'offrir justement à travers la route d'aller vers de nouveaux horizons, justement cette notion de route américaine est totalement pervertie justement pour fournir justement un rêve américain, mais qui est rempli de manière en fait de personnages de plus en plus malsains. C'est-à-dire le rêve américain est une notion qui a été torturée dans cette époque-là et justement qui n'existe plus, ou presque plus à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, ce qui en fait, je pense que cette notion de lutte bien et le mal à travers la route est quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, cette notion aussi continue aussi à travers la religion, qui est un point central des États-Unis. Et justement pour dire que finalement, dans la religion, les personnes les plus censées amener la plus bonne parole sont forcément peut-être les plus mauvais, et justement les personnes les plus malsains dans leur manière de penser, dans leur manière d'être. Et justement ça passe par un casting absolument phénoménal, Tom Holland, Robert Pattinson, Joseph Clark, qui enfin a un bon rôle, Riley Keough, Mia Wasikowska, et justement tous ces acteurs sont au top, sont justes, et c'est accompagné d'une magnifique photographie justement qui est très élégante et justement qui amène un cinémascope, je trouve, de toute beauté, parce qu'il est très bien exploité par rapport au décor qui entoure les personnages, qui peut être très oppressant, et à la fois justement sur toute la place qu'a la société dans le cadre. Et donc je trouve que c'est un très beau film que je vous conseille vivement sur la plateforme Netflix, et on y reviendra pour un autre film Netflix un peu plus tard dans ce top. I have to. Not because I want to. Pour cette 9ème position, j'avais envie de parler un peu d'amour, parce que ce sont deux films qui tournent à peu près autour de cette thématique. Il s'agit de Adieu les cons de Albert Dupontel et Zo. Zo, qui est un film qui est sorti directement en VOD, donc je vous conseille vivement le visionnage. Moi, la première fois que je l'avais vu, c'était au festival Fantastic Film Festival de Gérard Armé, où il a été en hors compétition. Mais ça a été un de mes plus gros coups de cœur de la compétition, parce que je trouve que c'était un très beau film, et je vous en parlerai un petit peu après. D'abord, je vais m'attarder un petit peu sur Adieu les cons d'Albert Dupontel, car j'avais envie de parler un petit peu de ça, parce que je trouve que Dupontel, depuis Au revoir là-haut, a passé, je pense, un certain gap de maturité, je pense. Là où il parlait de choses sociales de manière beaucoup plus cartoonesque, que ce soit dans Bernie ou Le Vilain, ou dans ses précédents films, je trouve que là, il a trouvé une certaine maturité. Je le trouve beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans la tendresse. Il est moins dans l'effet de style cartoonesque qu'il pouvait avoir dans ses premiers films.
Ce n'est pas du tout une reproche, je pense que ça reste quand même des très bons films, mais je trouve qu'il y a une certaine maturité, je pense qu'avec l'âge, je pense qu'il s'agit, mais que justement, il met sa colère et sa frustration du monde totalement différemment, mais ça reste quand même toujours un film divertissant, ça reste toujours un film drôle, émotionnellement c'est un des plus beaux films qu'on a eu en 2020, et surtout avec cette scène de fin que je trouve très belle, qui m'a certainement fait penser à Bonnie and Clyde, je sais pas pour vous, en tout cas moi ça m'a fait penser à Bonnie and Clyde, et je trouve que cette scène justement montre très bien le destin de ces personnages qui sont condamnés à être exclus de la société, des gens à part et qu'on n'écoute plus. Et ce qui en fait pour moi un des véritables coups de cœur de 2020. Et Zo, c'est un film qui est totalement dans cette notion d'amour, parce que ça parle d'histoire d'un couple qui ne s'aime plus, qui peuvent plus se voir, mais qui vivent encore ensemble. Et bah, il y a eu une zombie apocalypse. Donc du coup ils restent renfermés dans leur petit appartement. Il y a d'autres personnages qui vont venir, on va et vient justement, et c'est des personnages qui vont retrouver leur amour via justement déjà de la drogue parce que c'est toujours plus fun quand il y a de la drogue, quand il y a une zombie apocalypse et que tu dois resserrer chez toi, parce que autant te maintenir en forme avec un petit rail de coke, c'est toujours plus sympa. Non mais plus sérieusement, c'est un film que je trouve à la fois très drôle mais à la fois très sensible sur sa vision du couple, c'est-à-dire que aujourd'hui où beaucoup de gens veulent se séparer tel un paquet de chips, une fois que c'est fini on le balance, justement on peut toujours reconstruire les choses, et justement l'amour est quelque chose de plus fort que ça. Et je trouve voilà, que j'avais envie de vous parler de Zo, parce que c'est un très beau film. Si vous arrivez à le choper, prenez-le, que ce soit de manière légale ou pas légale, regardez-le, c'est un petit bijou d'ingéniosité, de film qui a pas beaucoup d'argent mais qui arrive à faire quelque chose de très intéressant avec pas beaucoup de moyens. Passons à la 8e position. Et encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Et en 8e position, il s'agit de Adoration de Fabrice Duvelt. Et oui, le réalisateur de Calvaire et de Alléluia ne pouvait être que dans ce classement, parce que je suis un amoureux du cinéma de Fabrice Duvelt, qui, je trouve, est un des réalisateurs francophones les plus intéressants qu'on a en France et en Belgique. Je vous conseille vraiment, si vous avez le temps, de toute façon, vu qu'on va peut-être être confiné, je vous conseille vraiment d'aller voir ces films. Ils sont à la fois très dérangeants, mais à la fois remplis de poésie, je vous les conseille vivement. Et justement, Adoration ne dérobe pas à la règle, parce que c'est l'histoire d'amour très tumultueuse entre le petit Paul et Gloria, qui sont deux jeunes adolescents. Et justement, c'est vraiment un film à hauteur d'enfant que je trouve rempli de poésie, rempli de tendresse. Et je pense que, pour vous dire à quel point ce film m'a marqué, je pense que ça tient surtout à une scène avec Poulvord, qui est peut-être pour moi un des meilleurs acteurs francophones. C'est un acteur de génie, mais à chaque fois que je le vois, ça me déroule, parce que je me dis putain, il a dans des rôles, des fois il est pas aidé, et là je le vois dans un rôle qui joue pas très longtemps, je crois qu'il doit rester moins d'un quart d'heure, 20 minutes dans le film, mais qui t'a marqué tellement par sa présence, sa manière de parler, sa sensibilité dans le regard, et ça fait vraiment plaisir de voir Paul Vord dans un bon film. D'ailleurs, j'attends avec impatience le prochain film de Fabrice Duvelt qui sera tourné avec Paul Vord et qui devrait sortir, je pense, soit 2021, soit 2022, mais c'est un film Adoration que je vous conseille vivement, un film à hauteur d'enfant, et justement un film qui parle d'amour. Et oui, ça fait beaucoup de films qui parlent d'amour entre Adieu les cons et Zo, mais c'est un film que je vous conseille vivement, un film rempli de tendresse, et des fois, pas que, mais que je vous conseille vivement. Passons à la suite. Ils vivent en couple jusqu'à la fin, ils ne se séparent jamais. Tu devrais téléphoner à ta mère. Elle a que toi, ta maman. Je te revois maman. Je lui dis que t'es malade. Tu le crois? Tu me quitteras jamais? Non, jamais. Alors je t'aimerai toujours. En numéro 7, Emma, réalisée par Autumn de Wilde, une américaine qui est surtout connue dans le monde de la photographie de concert et de groupe, donc quelqu'un quand même qui a un bon CV derrière elle, dont c'est le premier film. Et j'ai envie de dire, quel film! Et avant de passer justement au point pourquoi j'aimais le film, de quoi ça parle Emma? Parce que je pense que beaucoup de gens ont vu ce film.
Emma, ça parle de l'histoire d'Emma, qui est une jeune anglaise de la haute société et justement qui a tendance un peu à caser tout le monde autour d'elle, mais qui ne fait pas attention forcément à son petit cœur et qui est en quête d'amour. Et justement, il y a toujours de l'amour dans ce top. Trop d'amour, trop d'amour, trop d'amour. Mais justement, qu'est-ce qui fait que ce film marche aussi bien ? Bah déjà, ça passe par une chose, c'est son casting. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont cette année pour les premiers films, avoir des castings aussi bons. Car dans ce film, il y a, je pense, l'idole de cette année, qui est Anya Taylor-Joy, connue pour La Dame aux échecs, pour la plus grande partie d'entre vous. Mais pour moi, c'est surtout l'actrice de The Witch et aussi des 2 films Split et Glass de M. Night Shyamalan, où on a vraiment pu voir tout son talent éclore, et j'attends avec impatience ce qu'elle va nous faire dans les prochaines années pour vraiment dire Anya Taylor-Joy est peut-être une des plus grandes actrices de sa génération, comme sa compatriote Mia Goth, qui joue très bien dans ce film que vous avez vu dans Nymphomaniac. C'est une jeune fille qui est bourrée de talent et j'attends avec impatience voir l'évolution de leur carrière. En tout cas, ce film a un casting de dingue. Et du coup, qu'est-ce qui fait aussi que j'ai aimé ce film, c'est aussi sa photographie. Cette photographie qui vraiment me fait penser à un film des années 40, 50, 60, très léché, très peu de mouvements de caméra, surtout très fixe. Après, il y a quelques mouvements de caméra, quelques travelling pour ajouter un peu à la grandiose des personnages et des décors. Mais c'est un très beau film, très élégant, avec une photographie vraiment old school qui fait que ça marche vraiment bien. Et comme on dit, old school, il n'y a pas plus cool. Et aussi, il y a un point que je tenais vraiment à remarquer, c'est cet humour anglais qui marche cruellement sur moi. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, ce film m'a fait hurler de rire. Je trouve ce film vraiment fandard sur beaucoup de points, parce que le génie de l'humour anglais se situait entre la débilité profonde et justement le génie absolu, fait que ça marche vraiment bien. Et du coup, ce film, en plus d'être à la fois légèrement tragique par moments, est vraiment bourré d'humour. Et donc, je vous le conseille vivement, regardez Emma, c'est un de mes tops de l'année 2020. Et passons au suivant. Is a trifling, silly fop. Emma, they're here. With whom will you dance? Mother, you must sample the tart. Et en 6ème position, L'Aventure des Marguerites, réalisé par Pierre Corret. Un film français, encore. Et oui, cette année, le cinéma français n'a pas été si pourri. Et vraiment, je trouve ça vraiment dommage que ce film n'a pas fait plus d'entrées. Parce qu'en plus, c'est un gros budget. Il y a quand même pas mal d'acteurs quand même à ses côtés dans le cinéma français. Et c'est un film qui est pas une comédie merdique. C'est un beau film pour enfants, à la limite pour ados, où ça raconte l'histoire de Marguerite et Margot qui vivent dans 2 époques différentes, dans une valise, et elles échangent tous les deux d'époque. Mais c'est un film qui est tellement bien fait. C'est un film qui a tellement de cœur. C'est un film français qui fait pas de chipos, parce que dans ce genre de film un peu de grand tout public fantastique, il y a des moments où tu fais la thune, c'est pas trop ça, mais là justement c'est bien fait. La mise en scène est faite par un homme qui connaît la notion de cadre. J'en parlais avec le film de Dupontel, comme quoi la notion de cadre est très importante, et là on a un homme de la BD et qui sait justement comment cadrer, quelle importance de cadre donner à ses personnages. Et clairement, je parlais de Poulvord aussi derrière, qui, moi j'attends qu'il ait des très bons rôles, et bah là j'ai envie de dire pour Cyril Cornillac c'est pareil, c'est un acteur que je trouve très bon, et en plus que j'ai pu croiser une fois sur un tournage, quelqu'un de tout à fait sympathique. Et bah justement, Cyril, c'est quelqu'un de très doué, qui met beaucoup de cœur dans tous ses rôles. Et franchement, pour moi, c'est un des plus beaux rôles qu'il ait eu. Et c'est un film qui est très touchant. Je pense que j'ai pas besoin de vous en développer pendant 2 heures pour vous dire que ce film est vraiment rempli de bonne qualité. Certes, c'est pas un grand film, que certains films méritent peut-être plus d'être à leur place, mais moi, c'est un film dont j'ai passé un bon moment de cinéma. Et voilà, ça fait du bien, mais un film simple, sans trop se prendre la tête pendant des heures sur de la psychologie de personnages. Un film simple. Et en plus, vous pourrez le regarder avec vos enfants. Et ça, c'est bien. Passons au numéro 5. Là, je peux pas te la passer parce que... elle est aux auto-tamponneuses. On va jamais le retrouver. Mais si, la magie existe.
C'est quoi le nom de ton père? Louis Carroll. Recherche Google. Tu veux essayer? Tu tapes et t'as la réponse à ce que tu veux. Je vais le faire, hein, du coup. Numéro 5, Song of Metal, réalisé par Darius Marder. Et c'est qui Darius Marder? Et c'est qui? Bah, c'est tout simplement le réalisateur de Place Beyond the Pain, que vous avez pu voir il y a quelques années avec Ryan Gosling et Eva Mendes, un très joli premier film. Et là, du coup, il revient avec ce qu'on pourrait croire là, avec le titre un peu, je trouve, un peu mensonger, que ça va parler de métal, de la musique. Mais non, ça parle pas du tout de métal, ça parle justement d'un batteur qui se retrouve sourd. Et du coup, qui n'a plus la possibilité de jouer, et justement qui doit redévelopper ses sens justement pour pouvoir communiquer avec les autres, et surtout qui espère pouvoir réentendre à nouveau pour pouvoir justement rejouer avec sa copine qu'il aime profondément. Toujours de l'amour et des marginaux dans ce classement, parce que là, on arrive au sommet des marginaux. Les gens qui font de la musique, qui espèrent en vivre, et qui là, le sortant sur eux, c'est un film qui m'a beaucoup ému. C'est un film qui m'a vraiment beaucoup ému, parce que étant fan de musique, et qui essaie aussi un peu d'en faire, très mollement, mais qui essaie d'en faire, c'est un film qui m'a beaucoup touché, parce que c'est un truc qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, et que quand on aime la musique, quand on a ça comme passion, et qu'on nous prive de ça, ça détruit émotionnellement. Le film marche très bien dans ce domaine-là. Et ça passe par plein de trucs. Autant que ce soit par la mise en scène, pour la caméra à épaule, pour montrer à quel point le personnage est déstabilisé dans son monde, justement, qui se retrouve sans son. Bah justement, le travail audio est très bien fait sur ce domaine-là, parce qu'on va vraiment se passer de son côté auditif, justement. Quand il n'entend pas, on n'entend pas. Quand le son est brouillé, quand il entend tant bien que mal, le son est aussi brouillé. Et justement, et ça me permet de montrer à quel point c'est compliqué pour ces gens qui se retrouvent sans la capacité d'entendre et qui doivent se reconstruire. Et c'est un très beau film, très très beau film sur les marginaux, que Darius Marder, j'ai l'impression, veut en faire sa thématique principale, avec toujours ce mythe de la route, et justement cette notion de rêve brisé, qui marche très bien dans le film, et que je vous conseille vivement, regardez Sound of Metal. Je vais pas en parler plus, parce que je pense que c'est un film qui doit se ressentir. Et si vous êtes fanat de musique, c'est un film qui va, je pense, beaucoup vous émouvoir, et que j'avoue, j'ai versé ma petite larme. Je suis très dur à faire pleurer, mais ce film-là m'a vraiment fait pleurer à chaudes larmes, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué. La preuve qu'on peut faire des drames qui sont pas chiants, justement, parce que beaucoup de films, justement, qui ont des drames, surtout en France, ont tendance à... Ah, c'est dramatique, c'est dramatique, c'est dramatique. Là, les gens, dans le drame, essaient de rire, essaient de sourire, et ils essaient de s'accrocher à un but. Et c'est ça que je trouve fort dans le film, c'est que le personnage n'abandonne jamais, et même à la fin, qui est très belle, justement, il y a toujours une lueur d'espoir pour l'avenir. Enfin voilà, passons au numéro 4. The world does keep moving. It can be a damn cruel place. Quatrième position, Free From Hell de Rob Zombie. Et oui, je mets ce film dans mon top 10. Et oui, certains vont me dire, oui, c'est un film de 2019, il est sorti en VOD en 2019. Alors je vous dis déjà non, il est sorti en 2019, certes, aux États-Unis, mais en France, il est sorti en 2020, en DVD et en Blu-ray. Donc, dans ce classement 2020. Et si t'es pas content, laisse un commentaire. Non, sérieusement, on va parler de Free From Hell, parce que pour moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très intéressant dans la filmographie de Rob Zombie. J'en profite pour en parler, parce que Rob Zombie, c'est vraiment un réalisateur que je trouve très sous-estimé depuis quelques années, surtout, je pense, depuis sa période Halloween, où je pense qu'il a perdu beaucoup de ses fans, parce que Halloween étant un objet tellement de culte auprès de certaines personnes que ça a dérouté beaucoup de Rob Zombie, même s'il trouve que le cachet du Michael Myers beaucoup plus violent, beaucoup plus intéressant que dans l'œuvre de Carpenter. Je pense qu'il a perdu énormément de gens en cours de route, et je pense qu'avec Lord of Salem, il a encore perdu plus de gens en cours de route, parce que il a fait un film presque kubrickien dans sa manière de faire, qui va
contradiction presque en termes de mise en scène et de vision de l'horreur avec ce qu'il a fait avant. Et derrière, il a fait 31, un film qu'il n'arrivait pas à financer, il en a fait un crowdfunding, et le crowdfunding était tellement un succès que derrière il a pu faire son film. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment de dire que Rob Zombie, il arrive à une limite, c'est que maintenant, le seul moyen qu'il arrive à produire un film, avec sa liberté artistique qu'il veut, et avec ses potes, parce que c'est un mec qui tourne tout le temps avec ses potes, il tourne avec personne d'autre, et surtout sa femme, Sherry Moon Zombie, bah, il fait une suite à son plus gros succès, critique et public, qui est The Devil Reject. Et donc il fait vraiment une trilogie avec La Maison des Mille Morts, The Devil Reject et The Free From Hell. Et The Free From Hell est totalement différent de l'esprit des deux films précédents, là où La Maison des Mille Morts est un film violent, très proche de ce qui se faisait, qui se fera après en 2003 avec le retour des monstres de l'horreur, des films d'horreur beaucoup plus violents, et The Devil Reject qui est un film beaucoup plus proche de road trip et de la mouvance des années 70. Là on a un véritable cartoon, un cartoon justement proche justement des films des années 70 toujours, parce que c'est la semence du film de Rob Zombie, la cinéphilie de Rob Zombie, mais derrière justement il en fait un truc très intéressant justement, et ça c'est un hommage clairement au western par rapport à justement au film de prison, The Prison of Women, qui est un style cinématographique que je vous conseille vivement parce qu'il y a des belles perles dans les films de prison pour femmes, c'est génial. Et aussi un hommage au film mexicain, au cinéma mexicain, parce qu'aujourd'hui certes c'est Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi El Santo. Et El Santo, c'est un des films, une série de films qui a fait le plus de thunes au Mexique. El Santo, c'est une légende du catch, mais aussi une légende aussi du cinéma. Et justement, ça se sent quand il passe du rêve américain à justement à l'Eldorado qui est le Mexique. Et justement, ça se sent dans la cinéphilie. Et moi, je pense que c'est vraiment un film honnête qui veut faire avec ses potes et que tu te tapes pas une barre. Tu te tapes une barre avec eux, justement. Et même si ces personnages sont répugnants, tu sais qu'ils sont répugnants, il y aura toujours des moments où tu vas t'attacher à eux. Et je fais globalement, ce film s'est fait un peu incendier. Certes, c'est un film qui est un bourré de défauts. Déjà qui tourne plus en pellicule, ça se voit, oui, Europe, ça se voit beaucoup. D'ailleurs, ça se voit même beaucoup par moment que tu tournes en numérique et justement que le grain, c'est du grain numérique et que derrière, c'est du faux sang numérique, quoi. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de thunes. Mais justement, ça rajoute tellement à ce film que j'aime, quoi. Donc, regardez Free From Hell et si vous ne l'avez pas aimé, redonnez-lui une chance. S'il vous plaît. Allez, passons au suivant. Et en troisième position, je vais vous citer Lucky Strike, réalisé par Yong-Hong Kim. Et oui, il ne s'agit pas d'un film sur la marque de clope Lucky Strike. Désolé pour ceux qui espéraient. Et du coup, Lucky Strike, c'est un film coréen. Parce que, faut le dire quand même, ce qui est génial, c'est que Parasite a permis, par sa palme d'or, par rapport aux entrées mondiales qu'il a fait, de démocratiser pleinement le cinéma coréen. Certes, le cinéma coréen nous pond des pépites depuis au moins les années 2000, mais clairement, là, Parasite a permis une explosion littérale, enfin du moins, surtout en France, du cinéma coréen. La preuve, parce qu'on a eu un autre film coréen qui est sorti, qui est la suite du Train pour Busan, qui est... Et on a Lucky Strike, qui lui, par contre, a été beaucoup moins diffusé, mais je trouve qu'il est un des films les plus intéressants de cette année 2020. Mais du coup, ça parle de quoi ? Il s'agit d'un film choral, tout simplement, autour d'un groupe de personnages qui vont trouver un sac de billets rempli d'argent, et tous les coups seront permis pour ces personnages de rêver d'un nouveau départ. Et c'est un très très beau film, autant que ça soit dans la mise en scène, autant que ça soit dans les acteurs. Ce film est une véritable pépite, et je sais que beaucoup de gens sont passés à côté de ce film.
Et pourquoi ? Parce que justement, il sortait de pandémie, donc forcément le film a eu une diffusion beaucoup moindre. Justement, le film n'a pas énormément fait parler de lui, parce qu'il n'a pas gagné un gros festival comme Parasite, donc forcément beaucoup moins important en termes de la diffusion, même si le cinéma coréen, il y a eu quand même plus de films coréens cette année, mais il y a eu quand même certains moins diffusés que d'autres. Et ce film-là en particulier, parce que c'est un film qui est relativement exigeant. Exigeant parce qu'il vous demande de suivre plusieurs personnages. Je crois qu'on tourne à peu près de 7-8 personnages, voire plus. Et du coup, derrière, il faut suivre leur vie, leurs conditions de vie sociale, leurs relations intrinsèques qui va tous les lier en dehors du sac, indirectement. Et derrière, justement, et c'est une véritable aussi critique sociale de la Corée. Il y a un des personnages que je trouve les plus attachants, qui est un trentenaire, qui vit avec sa mère, qui a un petit boulot minable dans un hôtel, et qui montre beaucoup à quel point ce sac des billets est une espérance pour un nouveau départ. Pour lui, une vie meilleure, alors que le mec, au boulot, essaie de faire son boulot tant bien que mal, il se fait martyriser par son boss, qui est plus jeune, pour qu'il montre que le respect dans la société coréenne est mort. Exemple, et justement c'est ça montre beaucoup sur cette Corée contemporaine. Je trouve que c'est beaucoup moins lourdingue des fois que dans Parasite, où le contexte social est des fois très imposé, même s'il est très bien fait. Je dis attention, Parasite ça reste un très bon film, c'est peut-être un des meilleurs films de l'année 2019, mais clairement il y a des moments ça peut être un peu lourdingue quand on le revoit plusieurs fois, justement ce contexte peut être très chiant. Mais là je le trouve beaucoup plus subtil, et c'est un film vraiment que je vous conseille. Quand il sortira en DVD, achetez-le. S'il sort en VOD, achetez-le. Mais Lucky Strike, c'est un film que je trouve très intéressant, et je vais voir ce qu'a fait le réalisateur à côté, s'il a fait d'autres films, et justement quand il sortira d'autres films, voir comment il va évoluer dans sa carrière. Mais en tout cas, soyez curieux justement de ce que peut offrir le cinéma coréen, et si vous êtes néophyte dans ce cinéma-là, je vous conseille de regarder tout ce qui s'est fait avant, parce qu'il y a quand même pas mal de petites perles à trouver dans ce cinéma coréen. Donc passons à la deuxième place. 들어왔을 때는 아무도 믿으면 안 돼. 그게 네 부모라도. Et en deuxième position, j'avais parlé au début de ce top d'une autre production Netflix, et donc je pense que vous savez c'est laquelle. Monk, réalisé par David Fincher. Que dire sur ce film ? Fincher refait un film, il te refait une claque, et Dieu sait que ça faisait longtemps qu'on attendait, depuis Gone Girl, 2014. 6 ans, un film de Fincher, certes. Il a fait Manhunter, il a réalisé quelques épisodes, il a scénarisé, il a pris beaucoup de pauses, il a pris du bide, le sacré Fincher. Mais il est revenu, et franchement, je me dis qu'une chose, c'est putain, pourquoi ce film, je le vois pas sur un grand écran ? J'aime bien Netflix, ça offre pas mal de trucs, encore quand tu regardes la série télé, c'est sympa de le regarder sur ta télé avec le système de VOD, sans passer par un DVD, un Blu-ray ou autre chose. Même si j'aime bien les acheter. Mais derrière, je me dis, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce film en salle. Mais c'est un film qui est fait pour la salle. C'est un film où justement c'est un film justement qui est exigeant, mais qui n'a qu'une envie, c'est de t'amener dans son univers. Et surtout que le storytelling est tellement bien fait, où le père de Fincher avait écrit le scénario, qu'il n'a pas pu le faire parce que ça parle du cinéma des années 40, parce que c'est en noir et blanc, et parce que les studios sont réticents à faire ce film. Et ce que je me dis, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est que Fincher n'a même pas réussi à l'imposer aux studios, parce qu'il sait que les studios n'en voudront pas, que ce n'est plus dans leur doctrine de commerce à ces films-là. Même un Fincher qui a fait quasi que des grands films, dont le film, tu sais qu'il va faire des entrées minimales justement, parce que Fincher c'est un nom, et Fincher ramène du monde. Au moins tous les cinéphiles, tous les ans vont essayer de voir ce Fincher. Et malheureusement, ce film n'atteindra jamais les salles, et je trouve ça déroutant. Certes, on le voit, c'est bien, mais qu'est-ce que j'aurais aimé le voir en salle, et passer le coup de gueule, le petit coup de gueule justement de j'aurais aimé le voir en salle. David Fincher nous montre qu'il sait
adapté un scénario qui était pensé avec une technique des années 40, mais en la modernisant au maximum, justement en se servant de tout l'aspect technique pour justement nous amener une véritable œuvre de cinéma. Et justement, il y a des moments où il utilise ce procédé visuel que je trouve magnifique et qui peut être très vieux, très moche au vu d'autres. Il s'agit de la demi-bonnette. Bah, clairement, il l'utilise comme un maître. Et Dieu sait que justement, ces films sont pensés, mais d'une manière mais remarquable. Tous les acteurs, enfin du moins principaux, sont tous très bons, très attachants. Et justement, il y a une construction du récit qui demande une certaine exigence, mais c'est toujours fluide, on ne s'emmerde jamais, et c'est un très beau film de Fincher. Et je me dis, pourquoi encore pas en salle? Mais je sais que ces gens ont besoin de faire des films. Fincher a compris que il n'arriverait plus à faire les films comme il le veut. Il galère, je pense, tellement à faire ses projets, et pourtant, quel nombre de projets incroyables il nous a fait. Mais j'espère vraiment que manque à la sortie du déconfinement, quelques salles le diffuseront pour que je puisse aller le voir en salle, le sentir ce film, parce que c'est un film fort. Et là je peux le dire, même si je suis pas un fanat de Netflix, heureusement que Netflix existe pour justement ce genre de projet, et que enfin on puisse voir ces films. Bon voilà, passons au numéro 1, mais du coup si c'est Monk qui est en numéro 2, qui est numéro 1? Surprise! Distraction eliminated every excuse. Your family, your cronies, liquor. I gave you a second chance. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. Why Hurst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the parable? Et en numéro 1, Al Capone, réalisé par Josh Trank. Et oui, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Tu mets cette bouse en première position de ton top, mais c'est quoi ça ?» Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un top strictement personnel des films que j'ai aimés durant cette année 2020. Et en 2020, c'est le film que j'ai le plus aimé cette année. Et pour vous dire, je l'ai revu hier pour être sûr que ce que j'ai vu justement, je l'ai bien assimilé et que vraiment ce qu'il m'a proposé m'a touché. Et clairement, ça a remarché. Et du coup, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce film, qui est un vrai film de Josh Trank. Et justement, c'est qui Josh Trank, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est le mec qui a fait Chronicle il y a quelques années, justement qui est pour moi peut-être le sommet du fan footage, le chef-d'œuvre du fan footage, et qui est derrière, pour moi tout ce qui m'apparaît derrière est assez fade, parce qu'il est tellement allé loin dans le processus du fan footage. Et derrière, on l'a catégorisé un peu de génie, et après il s'est retrouvé sur une grosse machine, les 4 Fantastiques, comme beaucoup, et tu fais un petit film derrière, tu te retrouves avec une production à plusieurs millions de dollars. Et derrière les 4 Fantastiques, ça s'est mal passé, ils ont re-shooté plusieurs fois le film, Josh Trank a ouvert sa gueule, dit ouais ils ont pourri mon film et tout ça, ce n'est pas le film qu'il voulait. Et après il a fait un peu de l'ombre, il est resté un peu caché, et après il a refait un film. Et ce film c'est pas Capone, c'est Fonzo. À la base ce film s'appelle Fonzo. Mais pourquoi il s'appelle Fonzo? Parce que Capone, quand on te dit Capone, tu penses à Al Capone. Al Capone, c'est ce gangster qu'on a vu dans beaucoup de fictions, que ça soit dans des séries télé comme Broken Empire, que ça soit dans Les Incorruptibles de Brian De Palma. C'est une personnalité forte du crime organisé du Chicago des années 30. Alors que Fonzo, c'est Al Capone, mais dans tout ce qu'il a fait après le banditisme. C'est-à-dire c'est un nom justement qui s'est donné justement pour pouvoir être plus tranquille justement de la vie de ses affaires judiciaires, même s'il était quand même relativement encore connu des services criminels. Et que derrière, c'est aussi sa période où il tombe profondément malade, où justement il est sujet à des démences, où il pète des plombs. Et justement c'est pour ça que je trouve que le film retranscrit très bien ses psychoses, au point qu'on arrive à, pour moi, 2 figures de style qui pourtant peuvent être très opposées, mais qui se sont agréablement, je trouve, mélangées dans le film. À la fois avec un classicisme, je trouve, très proche des films des polars des années 40, 50, voire même peut-être un peu 30, et un côté à la fois très lynchien, où justement cette déformation entre réalité et justement la spiritualité du personnage qui rentre dans sa démence, qui pète un plomb et qui presque se sent coupable de beaucoup de choses. Justement, et ça passe par 2 choses, justement, ces psychoses.
l'argent qu'ils n'arrivent plus à trouver et que les fédéraux veulent retrouver, parce que justement c'est beaucoup d'argent, et qu'ils ne veulent pas savoir que cet argent est encore sous les mains d'Al Capone, et justement son fils, le fils qu'il a entre guillemets abandonné, et justement qu'il a laissé derrière lui, et que justement sa psychose lui a permis de se souvenir. Et ça amène justement sur un film que je trouve très fort, où certains vont me dire Tom Hardy en fait des caisses. Mais forcément, quand tu es à un niveau de psychose comme ça, tu es obligé d'être à un niveau de mal-être énorme. Et que certains me disent ouais, il prout, il chie. Et justement, ça montre à quel point le personnage ne contrôle même plus son corps. Il ne contrôle même plus son esprit. Il ne contrôle même plus ses mots. Il ne contrôle même plus son corps. Et c'est ça qui, pour moi, en fait un film très intéressant. Certes, ça serait pas un film mémorable qui reste dans l'histoire du cinéma, mais je pense que Josh Trank nous a fait un très bon travail de mise en scène, un très beau film, et franchement je vais vous dire, c'est mon film préféré de l'année 2020. C'est un film que j'ai aimé profondément au visionnage, parce que ils ont une manière de démystifier le gangster, mais d'une manière très réaliste, et justement très malade, comme très peu de réalisateurs le font. Et en tout cas, j'ai aimé ce film, je vous le conseille vivement, et regardez Capone, redonnez-lui une chance si vous n'avez pas aimé, et si vous avez aimé, redonnez-lui encore une chance. Enfin voilà, c'est la fin de mon top 10 de l'année 2020, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce format. On en fera peut-être un peu d'autres dans la chaîne au fur et à mesure qu'on va la développer, mais en tout cas, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, mettez votre top 10 vraiment si vous voulez qu'on en parle. En tout cas, c'est un plaisir de partager mon top 10 avec vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur et de la réussite à vous. Ciao, à la prochaine.